cette toute première édition en français de la série webinaire de Fibrose Kystique Canada, Demandez aux experts. Je me présente, Olivier Jérôme, je suis directeur général régional pour Fibrose Kystique Canada pour la région du Québec. Je suis en ligne avec notre très chère coordonnatrice aux communications, dont plusieurs d'entre vous connaissez, Catherine Réaume. Donc, merci à tous ceux qui se sont joints à nous ce soir. Premièrement, nos experts, les docteurs Popa et Dr Quentin, ainsi que les nombreux membres de notre communauté qui sont déjà en ligne. Donc, vous êtes déjà 49 à vous être rejoints pour cette séance et ça continue d'entrer. Donc, on est très heureux de pouvoir être tous ensemble grâce à la technologie. Donc, cette série de webinaires est née vraiment d'un besoin sans précédent de notre communauté d'avoir des réponses à leurs questions. On comprend vraiment que la présente pandémie là, amène son lot d'incertitudes, beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes, tant sur le plan de la santé en général pour nos familles FK, mais aussi sur comment vivre au quotidien avec cette nouvelle réalité. Donc, c'est ainsi qu'au cours des prochains mois, nous tiendrons ce type de séances webinaires à toutes les 2 semaines, mettant de l'avant, écoutez, tout le savoir et la sagesse de nos experts cliniciens FK à titre de conférenciers qui répondront à vos questions. Ces séances sont toutes enregistrées et seront mis à votre disposition ensuite sur notre chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui n'auront pas eu la chance de voir le tout en direct, tout ça appartiendra à l'histoire sur notre chaîne YouTube. Donc, avant de débuter, voici quelques détails là, quant au déroulement de la séance. Donc, premièrement, vous allez sans doute remarquer que vous allez pouvoir simplement voir la vidéo de nos conférenciers et moi-même, donc pas nos participants. En plus, dans ce format webinaire, les micros de l'auditoire sont désactivés. Donc, vu le grand nombre de participants, c'est préférable d'opérer ainsi afin de minimiser le bruit de fond et puis ainsi garantir la qualité sonore optimale et surtout minimiser les intrusions durant les différents points et discussions qu'on aura la chance d'avoir ce soir avec nos experts. Donc, on a reçu un très grand nombre de questions de la communauté par courriel, même sur Facebook. Donc, merci à tous d'avoir vraiment répondu rapidement à l'appel. On a colligé le tout. On a groupé ça dans des grands thèmes pour faire en sorte que ce soit plus digeste pour ce soir. Donc, ça va de la FK à la COVID, les soins cliniques, l'isolation, la quarantaine, l'emploi, le soutien financier, le retour à l'école, les relations gouvernementales. Bref, tout ça, on va essayer de couvrir un maximum de terrain ensemble ce soir. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez aussi poser des questions via la section Q et R que vous pouvez voir dans votre bandeau ou encore la fonction conversation, mais idéalement, je vous dirais d'utiliser la fonction Q et R pour s'assurer d'être bien vu dans le lot de messages qui ont été envoyés à date. Alors, sans plus tarder, je débuterai par demander à nos experts de se présenter en quelques mots. Donc, Dr Popa. Bonsoir, merci beaucoup d'être invité à cette session. Le nom expert que vous dites, ça dit un petit peu trop, disons, étant donné la réalité qu'on vit présentement. Moi, je suis la directrice de clinique de fibrose kystique de Rouyn-Noranda, donc en région éloignée. Je suis pédiatre de formation et à la clinique, je m'occupe des patients pédiatriques, mais aussi des patients adultes qui viennent nous voir à la clinique de fibrose kystique. Donc, on vit une situation très inédite, je peux dire. Tout est nouveau, tout est intéressant. On apprend à tous les jours et on espère ce soir de pouvoir répondre à nos participants de mieux qu'on peut. Parfait, merci. Docteur Quentin. Oui, André Quentin, je suis pneumologue, directeur, co-directeur, parce que maintenant on a deux médecins pour la clinique adulte fibrose kystique à Sherbrooke. Je travaille au CHU. Je suis aussi pneumologue pour les adultes. Notre service voit passablement de personnes qui sont atteintes de la COVID. Je ne suis pas très actif dans le service de malades qui ont la COVID, vu que c'est souvent nos collègues plus jeunes qui ont peut-être une santé plus forte. On pourra en parler, la question de l'âge et de la maladie de COVID.
Il y a aussi des collègues du service qui donnent des soins aux soins intensifs parce que malheureusement, les personnes plus âgées ont des formes plus sévères, des besoins de ventilation. Donc, il y a un aspect qui est assez épeurant parce que chez les personnes plus âgées, c'est une maladie qui frappe fort. Il y a aussi un aspect qui est plus communautaire, où la maladie est beaucoup moins sévère, mais qui se propage très rapidement une fois qu'elle rentre à quelque part. Donc, on espère que la session de ce soir va vous répondre à certaines de vos questions, mais comme on disait tantôt, ça va prendre probablement plusieurs sessions parce qu'il y a beaucoup de questions, puis la situation est très fluide. Elle change assez rapidement. Donc, merci d'être là. Merci de l'invitation. Mm-hmm. Merci, docteur. Donc, alors, commençons d'emblée avec des questions d'ordre générique portant sur la FK et la COVID-19. Donc, nous le savons tous, là, la présente pandémie a imposé des changements majeurs dans bien des secteurs. Le secteur de la santé connaît une demande sans précédent, puis a dû se réorganiser tout en imposant des nouvelles mesures de prévention des infections. Bref, comment les cliniques FK au Québec se sont adaptées à cette nouvelle réalité là, qui a amené la COVID-19? Je peux commencer? Oui, allez-y, docteur Papa. Bon, en fait, je crois que les cliniques de fibrose kystique partout au Québec et au Canada étaient déjà en quelque sorte préparées pour la prévention des infections parce qu'on avait quand même des guides de pratique qui essayaient d'éviter la transmission des infections. Donc, je pense que dans l'hôpital, la clinique de fibrose kystique, c'était la place qui était le mieux préparée pour ça, étant donné que les patients viennent, entrent dans un bureau, ils restent là tout le temps, sont isolés. Les intervenants portent toujours des jaquettes, des gants. Donc, je pense que les cliniques de fibrose kystique ont eu moins de difficultés de se préparer pour leurs patients. Par contre, c'est sûr qu'on a fait qu'est-ce que tout le monde fait. On a priorisé les entrevues téléphoniques, les rencontres physiques sont restées juste pour les cas vraiment qui ont besoin d'être vus. Mais je pense que c'était pas si difficile d'organiser la clinique en tant que telle par rapport au centre hospitalier au complet. Oui, à Sherbrooke, c'est un peu semblable. On a converti nos cliniques externes, des rendez-vous de routine, il n'y en a plus. Par contre, il y a un contact entre les médecins puis l'infirmière avec les patients de la clinique. Donc, il y a toujours ce lien-là qui a toujours été là. Ce qui a changé beaucoup aussi, c'est la fonction respiratoire. Donc, on ne fait plus de courbe de vie-volume. Même chez les gens qu'on voit physiquement, parce qu'on voit encore des personnes qui ont besoin de soins, qui sont malades. Il ne faut pas hésiter d'appeler. Puis si on comprend que votre situation est précaire, puis vous avez besoin d'aide, il n'y a aucun problème pour vous voir. On prend les précautions pour vous voir avec d'autres personnes, puis on s'assure que vous ayez le moins de contacts possible, le moins longtemps possible dans la salle d'attente. En fait, il n'y a pas d'attente. Mais on ne fera pas des choses qu'on faisait auparavant, telles que vous envoyez faire des prises de sang et surtout pas faire une courbe de bivolume où il y a une aérosolisation importante de particules respiratoires. Donc, on s'arrange avec d'autres façons. Puis pour les gens qui sont plus malades, quelqu'un qui nous appellerait dirait « je suis vraiment en exacerbation, je ne fais pas de fièvre, mais je me sens essoufflé, puis c'est comme mes autres exacerbations, mais normalement, je dois être vu, puis je dois rentrer à l'hôpital. » où il y a une douleur thoracique imprévue, ou tous les problèmes qu'on peut rencontrer normalement. L'idéal, c'est d'appeler d'avance, puis nous, à Sherbrooke, on essaie de préparer une chambre d'hôpital pour que la personne puisse rentrer directement dans la chambre d'hôpital qu'il aurait habituellement. Et au pire aller, si on fait notre évaluation, puis on découvre que finalement, c'est un problème plus facile à traiter, puis qu'on peut le traiter en externe, on va donner congé rapidement. Donc, on ne fait pas la routine de passer par la salle d'urgence, la nécessité pour la clinique externe, les fonctions respiratoires, puis après, c'est une décision pour entrer à l'hôpital. Donc, on fait tout pour qu'on minimise les attentes puis les contacts puis les décisions se prennent. Le pire qui va arriver, c'est qu'on se trompe puis l'hospitalisation n'est pas nécessaire. On organise nos soins puis on donne congé le jour même. Mais si c'est nécessaire d'être à l'hôpital, bien, vous êtes déjà à l'hôpital. Donc, il y a des changements quand même significatifs, mais le système s'est adapté.
Fait. Bon, on entend beaucoup que les premiers symptômes là, de la COVID-19 qui vont apparaître chez ceux qui s'en sont atteints sont très semblables à ce que des personnes atteintes par la fibrose kystique peuvent vivre au quotidien. Pour les personnes atteintes, c'est quoi les signes auxquels ils devraient porter attention ou porter une plus grande attention qu'à l'habitude pour suivre leur état de santé puis vraiment être alerte sur l'évolution de leur situation? Je peux peut-être répondre à celle-là pour commencer. En fait, il y a tout un spectre de symptômes. Heureusement, la majorité des personnes atteintes de COVID ont peu de symptômes. Les symptômes ne sont pas nécessairement graves. Il va y avoir des courbatures, il va y avoir des symptômes comme quand on est grippé, mais ça peut passer comme un rhume aussi, ce n'est pas nécessairement sévère. Et 80% des gens vont avoir une manifestation légère. Chez les personnes plus âgées particulièrement, les symptômes peuvent être plus sévères. Maintenant, ce n'est pas seulement les personnes âgées, donc il faut être prudent, puis il y a des signes d'alarme. Ce qui est assez fréquent dans les manifestations, c'est de la fièvre. Donc, déjà, je vous dirais, c'est 75% des gens qui vont faire de la fièvre. Puis, la fièvre peut être pour une courte durée, mais souvent, ça va persister plusieurs jours. Et il va y avoir des courbatures. On va se sentir comme si on était pour faire une grippe. Donc, très semblable à la grippe. Ce qu'on a aussi qui est un peu plus particulier, c'est une toux qui peut être souffrante. Donc, c'est une toux très irritative qui est un petit peu différente de la toux qu'on est habitué avec la fibrose kystique, qui peut être accompagnée d'une certaine douleur. Puis, c'est certaines personnes, mais pas toutes les personnes, il peut y avoir une perte de l'odorat, une perte du goût. C'est des symptômes qui sont assez particuliers, mais ce n'est pas tous les patients qui ont ça. Ce n'est pas un mauvais signe, ce n'est pas un bon signe, c'est juste que ça fait partie des choses. Parmi les autres choses qui peuvent arriver, il y a aussi peut-être 30% des gens qui peuvent avoir des atteintes gastro-intestinales, un peu d'irritation du système digestif, des changements dans les habitudes intestinales. Puis ça, encore une fois, c'est peut être difficile de distinguer de la fibrose kystique. Mais le gros point qui ressort beaucoup, c'est le tableau de fièvre, de courbature, puis de se sentir que ce n'est pas comme d'habitude. Alors, dans le doute, la meilleure chose, c'est d'appeler votre clinique, puis on peut organiser un test pour la COVID si les symptômes sont suggestifs. Si je peux ajouter en pédiatrie, les enfants sont peu malades. C'est sûr que les enfants en fibrose kystique ont un facteur de risque étant donné qu'il y a une maladie pulmonaire. Je n'ai pas des connaissances pour des études faites chez les enfants avec la fibrose kystique, mais en général, en pédiatrie, les enfants sont peu malades. Ils peuvent être, par contre, des bons transporteurs de ce virus-là, donc ils peuvent être asymptomatiques et donner quand même aux gens autour le virus. Parmi les symptômes cliniques en pédiatrie, on a cet épisode de fièvre, mais une fièvre de plus courte durée. Et on peut avoir aussi les symptômes digestifs qui sont plus fréquents chez les enfants, la diarrhée, les vomissements. Mais c'est sûr que ça ressemble avec n'importe quel virus et n'importe quel rhume. Mais la chose positive que je veux souligner, c'est que les enfants ne sont pas très malades. À date, parmi tous les enfants, selon les études, on a assisté à une présentation aujourd'hui de Sainte-Justine, on a à peu près 3-4% de tous les gens malades qui sont des enfants sur toute la planète. Donc, ça, c'est encourageant. Magnifique. Les questions commencent à rentrer dans la chatroom. Donc, simplement vous informer que malheureusement, on n'aura sans doute pas nécessairement le temps de voir toutes ces questions qui nous sont posées en temps réel, mais on va faire de notre mieux pour pouvoir glisser le tout lorsque ça va coïncider avec les thèmes qui viennent d'être abordés. Des questions qui sont toutefois d'ordre un peu plus personnel. Ce que je vais faire, c'est qu'on prend en note le tout et vous avez les coordonnées de notre ligne info si vous souhaitez notre service aux familles FK vont pouvoir vous contacter pour pouvoir échanger sur vos problématiques un peu plus particulières. Donc, je reprends ici une question de Luc dans la chatroom qui se demandait si les mesures qui avaient été présentées par Dr Quentin quant à la réorganisation du travail
au centre de Sherbrooke, qui sont standards, pour avoir discuté avec d'autres cliniciens, pour avoir assisté au volet anglophone du webinaire de ce soir. Je peux vous dire que tous les centres ont pris certaines mesures en fonction de leur contexte propre à leur clinique. S'ils sont exclusivement pédiatriques, si c'est partagé, si la clinique est vraiment bien détachée dans sa propre aile, les zones froides, les zones chaudes, bref, si vous souhaitez en apprendre davantage sur votre clinique, l'idéal serait peut-être de les contacter. J'enchaînerai avec une question qui est revenue très souvent dans ce que j'ai reçu. On se demande, lorsque quelqu'un atteint par la fibrose kystique combat la maladie, la COVID-19, est-ce possible de comparer ça à une autre maladie comme l'influenza ou la pneumonie? Est-ce qu'on est capable de reconnaître un peu cette bête-là quand on la combat? Chez l'adulte, moi, c'est sûr que j'ai un biais parce qu'on voit des gens à l'hôpital qui sont plus âgés, plus malades. C'est une bête qui est beaucoup plus sévère chez les gens adultes. Là, je parle des gens de 60 ans et plus. Là, ce qui est, j'espère qu'il y a des gens de 60 ans et plus qui participent parce que je sais que ça voudrait dire que votre santé va bien, mais je pense que la majorité de nos personnes sur la ligne présentement sont plus jeunes. Je ne veux pas dire que c'est pas dangereux chez les plus jeunes. Il y a des gens plus jeunes qui sont très, très malades. Mais chez les personnes qui ont le COVID-19, on a l'impression que c'est pas une grippe. C'est pas la grippe où tu te sens vraiment mal pendant 24-48 heures puis tu te remets. C'est plus sévère chez une population vieillissante. Et ce qui est le facteur qui peut être le point d'alarme le plus important, c'est lorsque l'essoufflement est hors de proportion avec les symptômes viraux. Et ce qui peut aider à ce moment-là, je pense qu'il faut vraiment contacter son centre et dire j'ai des courbatures, de la fièvre, je tousse beaucoup, j'ai peur d'avoir la COVID, puis en plus, je commence à être essoufflé. Bien, là, ça va probablement être un signe d'alarme qui va déclencher une visite pour prendre la saturation, puis s'assurer qu'il n'y a pas le début d'une baisse d'oxygénation. Ce qui nous inquiète un peu avec cette maladie-là, plus que l'influenza, c'est la pneumonie virale. C'est une pneumonie qui touche les deux poumons, qui ne répond pas aux antibiotiques, puis qu'on doit donner un support d'oxygène puis surveiller la ventilation pour être sûr qu'il n'y a pas de détérioration. On n'a pas beaucoup d'expérience en fibrose kystique à date. Je ne peux pas vous dire, je regardais avant la conférence s'il y avait des écrits sur la fibrose kystique à travers le monde. Heureusement, on n'a pas l'impression qu'il y a plus de pneumonie virale en fibrose kystique que dans la population générale. Donc, la protection qu'on a de notre jeunesse semble s'appliquer également aux gens qui ont la fibrose kystique, mais il reste que c'est un petit peu plus inquiétant parce qu'on a déjà une maladie respiratoire. En pédiatrie, ça se ressemble, les facteurs de risque au niveau clinique, c'est vraiment la difficulté respiratoire et la désaturation quand on parle de critères de sévérité. Et aujourd'hui, j'ai reçu comme information que les 4 centres universitaires pédiatriques ont établi comme un des facteurs de risque pour les patients fibrose kystique une VEMS de base en bas de 60. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont en bas de 60 sont à risque. Ça veut dire que si tu arrives à l'hôpital avec une dyspnée, une difficulté respiratoire, une désaturation, et tu as une VMS en bas de 60, bon, ils vont faire plus attention. Mais à date, il n'y a pas de patients hospitalisés, au moins à Sainte-Justine, des patients fibrose kystique enfants malades. Donc, on n'a pas des cas sévères à date, aujourd'hui. Comme vous dites, ça peut changer, mais... Et peut-être juste ajouter, à Sherbrooke, on a eu à date 3 personnes qui ont eu des symptômes de toux, un peu plus d'essoufflement, et les 3 ont testé négatif pour le coronavirus. Donc, on est très heureux. La vie continue. On peut faire des exacerbations et les traitements, souvent, vont être les mêmes qu'on aurait pour la fibrose kystique. Des petits changements qui arrivent à l'hôpital, par contre, les traitements d'inhalothérapie, il y a plus de précautions qui sont prises au début en attendant la confirmation qu'il n'y a pas de COVID, parce qu'on ne veut pas non plus mettre le personnel en danger.
Mais il reste que les traitements, la physiothérapie, c'est aussi, il y a peut-être des changements au niveau de la type de physiothérapie. Il y a peut-être avoir moins de clapping qui va être fait lors de la première journée. Les aérosols de Ventolin vont peut-être être en puff au lieu d'être en nébule. Si la personne a besoin de nébule, ça peut se faire quand même, mais il y a des petits ajustements. Mais tout ça pour dire qu'à date, on a plus de gens qui ont des manifestations de la fibrose kystique qu'on doit traiter que de gens qui ont de la COVID. Merci. On va faire le saut tout de suite sur le sujet de l'heure. Vous venez de vraiment faire la distinction entre comment la maladie va impacter la population adulte versus la population pédiatrique. Docteur Popa, vous venez d'en parler directement. On le sait, jeudi dernier, le gouvernement, lors de son point de presse, a mentionné pour la toute première fois une possibilité d'un retour à l'école ou dans les différents milieux de garde. C'est plusieurs communautés semblables à la nôtre qui ont bondi littéralement et se sont questionnés sur est-ce trop hâtif, sommes-nous prêts? On parle de distanciation sociale, mais on va mettre nos enfants confinés dans une même pièce. Bref, on a entendu à peu près tous les grands groupes se sont exprimés. Samedi, il y a eu un retour en disant que ça allait être fait en respect des conditions médicales connues dans la population et que tout ça allait être adapté. Mais bref, on nage tellement dans l'hypothèse, mais toute cette incertitude-là amène un lot de questions et d'inquiétudes dans notre communauté FK. Donc, de façon générique, là, puis je sais, il n'y a rien de blanc et noir, on est dans le gris total, mais advenant un éventuel retour à l'école ou dans les milieux de garde avant l'été, ce serait quoi les recommandations pour nos familles FK face à ce scénario? Bon, c'est pas facile de répondre à cette question-là. C'est sûr qu'encore une fois, les enfants sont peu atteints. Par contre, sont des facteurs de transmission de ce virus-là, même asymptomatique. Ça dépend de chaque enfant. Disons, les enfants plus jeunes, en général, sont plus en santé. Les enfants fibrose kystique ont moins d'atteintes respiratoires. Même avant cette épidémie, on voulait quand même pas avoir nos enfants fibrose kystique envoyés dans des milieux où il y a beaucoup de rhume, des infections qui se promènent. Il y a une pour et une contre. C'est sûr que c'est pas moi qui... je ne suis pas une experte dans ça et c'est pas moi qui décide, mais je dis c'est bien parce que c'est pas l'hiver, il n'y a pas d'autres virus qui circulent. En même temps, c'est le bon moment au niveau d'épidémiologie et de transmission dans la population. Est-ce que ça va être pire si on fait rien là et tous les enfants vont commencer l'école à l'automne quand les virus vont commencer à circuler parce qu'on sait que dès que l'école commence, on a des virus respiratoires. C'est très difficile à dire. Je pense que ça va être aussi une réponse cas par cas ou groupe par groupe. Qu'est-ce qu'on fait avec les plus jeunes qui sont plus en forme? Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui vont à l'école, qui sont plus malades? C'est pas facile, mais je dis, il faut vraiment regarder peut-être cas par cas, région par région, et on peut toujours discuter avec le pédiatre ou le médecin qui s'occupe de l'enfant à la clinique, qui connaît mieux le cas et les enjeux. J'ajouterais, je suis tout à fait d'accord, je pense qu'il va falloir individualiser beaucoup. Il y a plusieurs facteurs non médicaux dans la réponse qu'on peut donner parce que le retour à l'école, on est comme tous interdépendants dans notre société. Donc, si on dit on veut réouvrir la construction parce qu'il y a des maisons qui doivent être construites puis qu'on doit ouvrir pour le 1er juillet, puis les gens attendent, puis le père, puis tout ce que vous... Bon, il y a des priorités, puis on entend déjà parler que la construction va repartir, mais si le père de l'enfant qui a la fibrose kystique, qui travaille dans la construction, la mère travaille comme infirmière, service essentiel, éventuellement, tout ça va falloir, on ne peut pas garder ça nécessairement sur la glace. Donc, il y a des décisions politiques et sociales qui vont se prendre. Mais ce que j'espère, c'est qu'on va tenir compte des individus. C'est-à-dire que si quelqu'un, un enfant ou un jeune adulte a une maladie plus sévère, bien, peut-être que le professeur peut avoir des ententes et dire, bien, selon les notes, ça allait très bien. On pourrait peut-être juste vous passer à la prochaine étape.
puis vous revenez juste au mois de septembre. Je serais très surpris que les écoles ouvrent avec 32 élèves cordés dans une classe, avec puis qu'après ça, la garderie ouvre, puis que les grands-parents viennent chercher les enfants comme on faisait avant, pendant que les parents finissent leur quart de travail. Il y a des choses qui vont être différentes. Les écoles ne rouvriront pas demain matin comme c'était auparavant. L'autre chose, c'est qu'il y a aussi des tests de dépistage de la maladie qui vont probablement être nécessaires pour s'assurer de suivre de façon très serrée les gens qui ont des symptômes, qui ont commencé à retourner à leurs activités, incluant les enfants, pour pas qu'ils commencent à avoir des cas. Puis on va avoir des deuxièmes vagues, des troisièmes vagues, mais ce qu'on espère, c'est qu'on va les attraper très tôt pour pas que ça devienne la même épidémie ou pandémie qu'on a présentement. Donc, il y a une vigilance qui va être nécessaire, puis un retour qui va être différent de ce que c'était avant la maladie. Puis, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va retourner à l'école. Donc, c'est une longue réponse, vague, mais je pense que ça nous dit qu'on ne pourra pas partir à courir avant d'apprendre à marcher. Puis, c'est vraiment ça. Il va falloir partir de la machine de façon intelligente, puis tenir compte de chaque spécificité dans chaque famille. Tout à fait. Vous avez très, très bien répondu à ce qui est peut-être la colle de la soirée. Donc, merci pour vos lumières sur ce sujet-là. Vous avez parlé d'individualiser l'enjeu. Là, on s'est plutôt placé du côté des enfants atteints par la maladie. Si on se place plutôt du côté du parent atteint qui envoie son enfant non atteint dans cet environnement bio-hasard, pour reprendre certains termes laboratoires, comment est-ce qu'on se positionne comme parent avec le retour à l'école si on est atteint par l'AFK? Bien, encore une fois, comme le Dr Papa nous a dit, les enfants peuvent être malades, c'est certain. Leur maladie, pour eux, est un peu moins sévère. Généralement, c'est peu sévère, mais ils peuvent être des vecteurs de transmission de la maladie. Donc, si un des parents a une maladie qui est assez sévère au niveau de sa fibrose kystique, puis que l'enfant avait un très bon dossier scolaire, le professeur dit je suis très, très à l'aise que votre enfant passe la 2e à la 3e année. Il a acquis beaucoup de choses. Il y a peut-être des petits devoirs ou je peux adapter des leçons pour compléter les prochains mois, mais qui peuvent être faites à la maison. Je verrais ce genre d'adaptation-là. C'est sûr qu'un parent qui a la fibrose kystique, mais qui a des mutations qui sont de forme légère, qui a une fonction respiratoire à 100%, puis qui a une petite atteinte des sinus, mais pas beaucoup d'atteintes respiratoires, pas de pseudomonase, pas d'infection fréquente. C'est pas le même contexte que quelqu'un qui a une fonction respiratoire à 40%, puis qui rentre 2 fois, 3 fois par année à l'hôpital, puis qui prend souvent des antibiotiques. Donc, encore une fois, il va falloir vraiment avoir une flexibilité puis une ouverture d'esprit avec les professeurs. De toute façon, les professeurs, comme je disais tantôt, ne pourront pas remplir leur classe de 32 élèves, cordés un à côté de l'autre, faire de la récréation, faire des activités parascolaires. Ça ne sera pas le même enjeu. Donc, je pense encore qu'il va falloir que les parents soient très à l'aise de discuter avec les professeurs, puis avec leurs médecins aussi, pour avoir des bons conseils. Parce qu'il y a un danger réel quand même de transmission des enfants qui retournent à l'école ou qui vont dans la garderie. Il y a un danger réel pour les parents. Merci. On a une question en ligne de Sophie qui nous parle d'immunité collective. Donc, notre cher docteur Arruda en a parlé, mais est-ce qu'on est obligé, lorsqu'on a la AFK, de participer à cet exercice d'immunité collective? Comment est-ce qu'on peut se protéger si on n'a pas nécessairement le goût d'en faire partie? Bien, je ne sais pas si ça va être les patients fibrose kystique vont être dans la première ligne pour l'immunité collective. Je pense que c'est une question d'équilibre entre l'immunité collective et le nombre de malades qui payent pour. Aplatir la courbe, comme on parle beaucoup.
L'immunité collective, on ne sait pas beaucoup encore. Si on va avoir un vaccin, ça va être plus facile pour l'immunité collective. Est-ce que ça va être une immunité de longue durée, à vie? Il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais je ne crois pas qu'on se fie sur les patients fibrose kystique pour l'immunité collective, pour dire la vérité. Oui, je suis tout à fait d'accord. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas beaucoup de connaissances encore sur l'immunité et le COVID. On a déjà eu 2 virus qui ressemblaient à la COVID dans le passé. En 2002, il y avait eu le SRAS qui avait frappé à Toronto avec un taux de mortalité de 50-60 %, mais ça avait frappé peut-être une vingtaine de personnes, dont la majorité, c'était des employés des soins de santé. Donc, les médecins, les infirmières avaient tombé malades rapidement, puis quelques patients. Et là, on aurait pu avoir peur que ça fasse une pandémie, mais ça s'est éteint. Puis, on n'a pas revu cette souche-là depuis 2002. On a eu une deuxième souche de coronavirus en 2012, mais celle-là était au Moyen-Orient, le MERS. Là aussi, il y avait beaucoup de peur que les gens qui reviennent du Moyen-Orient, qu'il y ait une pandémie et tout ça, et ça s'est éteint quelques mois après. Il y a eu beaucoup de vigilance, beaucoup de médecins qui surveillaient, mais là, cette fois-ci, ce qui est différent, c'est que là, ça a été beaucoup plus grave, puis ça a fait le tour de la planète, mais il reste qu'il n'est pas impossible, je ne vous dis pas que c'est ça qui va arriver, mais il n'est pas impossible que le virus, après quelques mois, s'éteigne, qu'on reste très, très vigilant, mais qu'on n'ait pas des cas, ce n'est pas nécessairement les 30 ou 40 millions de Canadiens qui vont avoir la COVID. Donc, est-ce que c'est nécessaire de penser qu'on va être obligé d'attraper le virus et de faire notre immunité nous-mêmes? Je ne pense pas que c'est ça le scénario qui nous attend. L'immunité collective, on la voit un petit peu dans les épisodes d'influenza, mais encore là, c'est pas tout le monde qui attrape l'influenza. Puis ça fait plus longtemps, ça fait longtemps qu'on a les souches d'influenza qui changent à chaque année, mais qui se ressemblent un petit peu. Donc, on a développé ça sur plusieurs années. Il y a toute la question de la vaccination qu'on n'est pas certain encore s'il va y avoir un vaccin ou non. Donc, on a toutes l'inquiétude à partir tout le spectre de l'inquiétude. Ça se peut que ce soit auto-résolutif, puis qu'on ait très peu de cas après quelques mois, puis qu'il n'y a pas trop de deuxième, troisième vague. Et ça se peut aussi que ça continue à se propager dans la communauté. On ne sait tout simplement pas. Ce qui est encourageant, c'est que les vaccins, les choses avancent rapidement. Plusieurs chercheurs travaillent là-dessus. Et il y a aussi des médicaments qui sont en train d'être développés. Je pense que ceux qu'on entend beaucoup parler de ce temps-ci, les plus populaires, ne sont pas ceux qui vont être les plus efficaces, mais il y a d'autres qu'on entend moins parler, qui sont en développement. Donc, si on peut avoir des médicaments éventuellement dans 6 mois, 1 an, qui ont une certaine efficacité pour protéger contre les pires effets de la COVID, on va être quand même inquiet de l'attraper, mais on va être moins inquiet d'avoir des conséquences graves. Donc, il faut, jusqu'à temps qu'on soit un peu où on s'enligne, il faut rester prudent, mais on ne peut pas vous dire ce soir qu'est-ce qui va arriver pour l'immunité collective. On n'a vraiment pas d'idée. Merci, très intéressant cette notion d'immunité collective. Passons maintenant du scolaire au professionnel. Le milieu de l'emploi, là, dès le jour 1, a été le premier qui a été la cible de mesures de distanciation sociale. Le télétravail a été imposé dès le 16 mars. Tout ça dans le but de limiter les contacts entre les personnes. La population FK n'y échappe pas. Plusieurs questions vont toucher différents volets de la structure familiale. Les premières questions qu'on a reçues qui considéraient le principal intéressé étant atteint par la maladie, c'est « J'appartiens à des services essentiels, je dois poursuivre mes activités professionnelles. Outre les mesures annoncées par le gouvernement, y a-t-il des mesures supplémentaires que je peux faire pour être encore plus vigilante vu que j'appartiens à un service essentiel? » Vous parlez d'une patiente fibrose kystique? Exact. OK. Bon, c'est sûr que ça dépend aussi
où la personne travaille comme service essentiel. Et bon, je pense que les mesures imposées à date sont assez bien imposées, disons. Ça veut dire la distanciation sociale, le lavage des mains, le changement de vêtements quand on arrive à la maison. La porte du masque, ça sera très intéressant. On parle comme une suggestion, une mesure supplémentaire. Je pense que c'est une excellente mesure pour les patients fibroses kystiques, mais il ne faut pas que le masque enlève les autres mesures, mais je pense que le masque, c'est quelque chose de très utile, même en dehors du travail pour une personne fibrose kystique. Oui, je pense que c'est encore une fois, il faut vraiment faire toutes les mesures, comme le Dr. Papa nous dit. Il y a le lavage des mains. La maladie est transmise par les gouttelettes. Les gouttelettes peuvent tomber sur des surfaces. On peut aussi les avoir sur les mains, puis sans y penser, se mettre la main au visage, puis là, on vient de l'attraper. Donc, le lavage des mains, puis aussi prendre l'habitude de ne pas se toucher le visage. Le masque, si on portait tous le masque, on diminuerait la contagion que nous-mêmes, on va faire envers les autres personnes. Mais il y a le danger du masque, puis je ne dis pas de ne pas en porter, mais le danger du masque, c'est que des fois, on peut se sentir protégé par le masque. Oui, jusqu'à un certain point, mais pas tant que ça, parce qu'il y a toujours des petites ouvertures dans le masque. Puis, si on porte le masque pendant plusieurs heures, sans s'en apercevoir, on va toucher au masque, on va le replacer. On ne se lavera pas nécessairement les mains à chaque fois. On va les laver souvent, mais peut-être qu'une fois, on va l'avoir placé ou s'appliquer en dessous du masque. Puis là, on vient de peut-être contaminer notre main. Quand on enlève le masque, nous, comme médecins, juste s'habiller, ça va bien. C'est d'enlever ses gants, son masque puis sa blouse. C'est très compliqué. Ça allonge les consultations beaucoup parce qu'on ne peut pas juste enlever les gants, enlever le masque puis enlever la blouse. On est obligé de faire une petite danse pour faire baisser la blouse, passer en dessous de la blouse, enlever les gants, mettre le gant à l'envers, enlever l'autre gant, prendre le masque, les cordons en arrière, passer la tête par en avant. Il y a vraiment tout un cérémonial pour ne pas se contaminer avec notre équipement de protection. Donc, oui, l'équipement de protection peut protéger pour empêcher de disperser des gouttelettes que nous, on pourrait disperser et contaminer d'autres personnes, mais il y a des limites à ce que ça nous protège. Donc, si quelqu'un est en santé, a une fibrose kystique, a une santé qui est bonne, qui a un rôle essentiel dans son service essentiel, je pense que la première chose à faire, c'est de négocier avec son patron peut-être des tâches qui mettent la personne moins à risque. Parce que même si tu as une fibrose kystique avec une forme légère, tu ne veux pas attraper cette maladie-là. C'est d'autant plus vrai si ta maladie est plus sévère. Donc, un VMS en bas de 60 %, beaucoup d'infections. Mais là, définitivement, il faut avoir des ententes avec son employeur. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire du télétravail, faire d'autres choses? Moi, j'en ai quelques patients qui m'ont demandé de l'aide parce qu'ils travaillent dans le milieu de la santé. Puis les employeurs ont été très conciliants une fois qu'ils ont eu les notes du médecin. Puis ont réussi à avoir des relocalisations pour ne pas perdre leur salaire, puis faire du travail où ils étaient moins à risque. Donc, encore une fois, il n'y a pas de réponse absolue. Si vous êtes pour aller travailler, vous êtes dans n'importe quel milieu, même si, disons que ça serait dans un milieu, vous travaillez dans une épicerie, puis vous devez payer le loyer. Pas le choix que d'aller travailler, mère monoparentale, il y a plein d'exemples. Mais à ce moment-là, juste être conscient des limitations des moyens de protection, comme le masque, puis les gants, puis les utiliser de façon optimale, puis d'essayer de minimiser les contacts avec une entente avec son employeur. Puis même son de cloche, si on se place dans un contexte ou une structure familiale où ce sont les enfants qui sont atteints et le parent ou un des deux ou les deux parents sont professionnels de la santé et reviennent à la maison tous les soirs, comment est-ce qu'on se protège à la maison au retour du travail? Bien, je crois que... protège les enfants. Oui, exact. Oui. Je vais laisser Dr. Papa. Oui, mais pour protéger les enfants, je pense que
c'est qu'est-ce que nous avons déjà discuté, lavage des mains, se changer des vêtements, si ce sont des vêtements qui étaient en contact au travail avec d'autres personnes. Bon, si on a des symptômes, il faut vraiment se mettre en quarantaine jusqu'on est sûr que ce n'est pas le COVID, si on commence à tousser avec la température, etc. Mais encore une fois, il n'y aura pas une solution 100% sûre. C'est ça. La seule solution 100% sûre serait de ne pas retourner à la maison. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Là. Je sais qu'il y a des ambulanciers, il y a certaines infirmières, des médecins qui ont pris la décision. Ils ont une entente avec un membre de la famille. Ils peuvent rester chez le membre de la famille pour éviter d'être au contact avec leur enfant malade. C'est un gros sacrifice pour tout le monde. Il y a d'autres conséquences de ne pas voir ton enfant pendant 6 semaines. Beaucoup d'inquiétudes dans la famille. Donc, ce n'est pas une solution évidente. Mais puis je ne la préconise pas, mais je sais qu'il y a des gens avec des métiers à haut risque de contact de la COVID qui ont fait ce choix-là, qui est très difficile, mais qui le font comme ça. Fait que je sais qu'il y a des médecins qui ont décidé de faire ça parce qu'ils veulent protéger leur famille. Mais encore là, c'est à discuter avec votre infirmière, votre médecin de fibrose kystique, puis qui connaît mieux votre état de santé, puis les risques associés à votre métier. On a assez parlé de confinement. On a ici une Caro en ligne qui nous parle de déconfinement à venir. À titre de professionnel, privilégieriez-vous d'optimiser le traitement de base des patients en ajoutant des mucolytiques dans le but de prévenir les complications de la COVID? Et on sent peut-être un background de pharmacienne derrière cette question-là, mais c'est quand même très intéressant dans une optique de déconfinement. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des médicaments pour prévenir. Je pense que les gens en fibrose kystique, les personnes, doivent continuer leur traitement comme ils sont, peut-être avec plus d'observance, disons, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de patients en fibrose kystique qui ne sont pas si observants en tout leur traitement, mais un traitement pour se mettre comme à l'abri de ce virus-là, ça, je ne crois pas que ça existe. Je ne sais pas si le docteur Quentin a un autre avis, mais je pense qu'il faut les traitements comme d'habitude et s'il y a des symptômes, d'appeler et de traiter comme d'habitude l'exacerbation, mais quelque chose pour prévenir ça, je ne sais pas. Je ne crois pas que ça existe. Oui, présentement, il n'y a pas de traitement prouvé pour diminuer le risque. Donc, quand on va recommencer à un retour graduel à la vie normale, puis on va sortir de nos tanières, on n'aura pas une pilule magique qu'on peut prendre et dire qu'avec ça, on est protégé. On espérait que l'hydroxychloroquine fasse ça. La réponse va probablement être mitigée. Je pense avoir un petit effet modeste, mais ça ne sera pas miraculeux. Ce que je vois dans les données préliminaires jusqu'à date, là, oui, il y a un petit effet de protection, mais c'est minime, puis il y a des conséquences qui peuvent être majeures sur la santé de prendre l'hydroxychloroquine. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire. Pour la question de mucolytique, comme le docteur Bouffard disait, la meilleure protection qu'on peut avoir pour ne pas être contagieux, c'est de bien se traiter. Si on a du pseudomonas de façon chronique, puis notre plan de traitement, c'est de prendre notre Toby, prendre notre Quinzair ou prendre le Cayston, faisons-le encore plus régulier qu'on ne l'a jamais fait. Portons attention à nos symptômes. Si on sent qu'on est en exacerbation, essayons d'avoir la communication facile avec notre clinique pour s'assurer qu'on essaie. Puis si on frappe un mauvais temps ou on a une exacerbation, il ne faut pas paniquer, mais il faut la traiter. On a des bons traitements pour traiter les exacerbations. Ça va bien aller si on traite la fibrose kystique très bien. Ça fait que c'est ça la base. Je ne pense pas qu'en prenant du mucomyste ou un sirop pour le toux ou des mucolytiques qu'on va se protéger plus, ni en prenant des antiviraux qu'on va se protéger plus. Donc, c'est vraiment de traiter notre maladie du mieux qu'on peut. Puis, je pense que c'est ça qui va faire que ça va bien aller. Puis d'avoir un bon contact avec notre clinique pour le déconfinement. Merci.
On va quitter un peu vers un autre sujet qui est les relations gouvernementales, la défense des droits. Je pourrais aussi vous épauler. Question, vous souffliez un peu, prendre une gorgée d'eau. Vous êtes tellement investi là, depuis le début du webinaire. Là, je vais pouvoir vous aider sur celle-là. Donc, Marie-Claude nous demande, est-ce que le COVID-19 a ralenti nos démarches auprès du gouvernement pour l'acceptation de TRICAFTA et SINO-FK? Si s'ensuit, est-ce que le TRICAFTA serait une bonne chose pour eux? Donc, en un premier temps, sur ce qui est de nos actions et revendications quant à l'accès aux médicaments, bien évidemment, l'Assemblée nationale est en pause, la Chambre des communes est en pause, quelques réunions extraordinaires en petit comité pour faire approuver des projets de loi d'urgence associés aux mesures d'accompagnement de la présente crise. Les députés sont renvoyés à leur domicile dans leur circonscription. Donc, ils ne siègent peut-être pas en chambre, mais sont toujours actifs et portent toujours attention aux demandes de leurs concitoyens. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à l'origine de l'enjeu qui restreint l'accès potentiel au TRICAFTA et aux autres médicaments issus d'innovation qui vont être à venir, c'est le projet de loi qui sera mis en application le 1er juillet quant aux changements associés au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, le CEPMB. Et c'est toujours à l'agenda. Et c'est toujours à l'agenda dans la mouture où il nous a été présenté un peu avant les fêtes, c'est-à-dire dans un contexte qui, malheureusement, viendrait amputer, si on veut, l'environnement macroéconomique, pharmacoéconomique qui ralentirait, si on veut, l'intérêt avec lequel les manufacturiers de ces nouveaux médicaments-là présenteraient leurs demandes à Santé Canada. Donc, l'enjeu demeure. L'enjeu était là avant la COVID, il est encore là durant la COVID et sera là après la COVID et on continue très, très fort de travailler là-dessus, même si c'est en pause. Ce que je peux vous dire, c'est que le mois de la sensibilisation de la FK, c'est au mois de mai. On continue et on y donne une saveur CEPMB, comme je viens de le dire. Justement, l'objectif, ça va être de s'adresser à tous les 338 députés fédéraux du pays pour que cet enjeu associé au CEPMB, il ne soit pas étranger lorsque ça va être le temps peut-être de poser des questions en chambre ou de répondre ou de donner suite aux conséquences néfastes que ça peut avoir sur notre communauté FK ou même sur la santé en général, même sur l'environnement économique dans le milieu de la santé à travers le Canada. Cet enjeu-là porte très large et on se fait point d'ordre de pouvoir y donner suite durant la crise. Donc, on a un panel de défenseurs des droits ici à Fibrose Kystique Canada. On est plus de 200 au pays. On est près d'une trentaine au Québec. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez nous écrire au info@fkq. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous inclure à cette démarche-là. On vous accompagne, on vous instruit. Les relations gouvernementales, c'est une science en soi, mais ça part avant tout d'une action citoyenne qui est la vôtre et d'un besoin. Et il n'y a personne de mieux placé que les familles fibrokystiques pour défendre leurs intérêts, leurs réalités, parce que c'est un besoin qui vient du cœur en premier. Donc, et c'est ce qui résonne le plus aux yeux de nos décideurs. Donc, l'AFK était là avant la COVID. Les enjeux en accès aux médicaments aussi. On va continuer notre travail. La deuxième partie de la question, elle était plutôt à saveur médicale. Tous ces modulateurs, est-ce qu'ils permettent de mieux équiper nos patients FK face à des maladies comme la COVID? Je pense que oui. Dans le fond, le CFTR, la protéine qui manque quand on fait la fibrose cystique, elle est essentielle pour permettre une défense antimicrobienne optimale. On pense toujours aux bactéries. Les virus doivent être évacués aussi par des mécanismes qui sont semblables à l'évacuation des bactéries, c'est-à-dire que ça prend une libération du mucus par les cils. Donc, le mucus ne doit pas être trop concentré, ne doit pas être trop rigide et épais, visqueux. Donc, les modulateurs qui corrigent le CFTR, ça serait si ça diminue le nombre d'exacerbations bactériennes, il n'y a pas de preuve que ça diminue le nombre d'exacerbations virales, mais la logique est là que ça devrait aussi aider de ce côté-là.
Le problème qui est un peu frustrant, c'est que les modulateurs qu'on a sur le marché canadien, à part le Calideco, l'Ivocaftor, dans les gens qui ont des mutations de type 3, là, c'est 2% de la population, mais les autres modulateurs sont efficaces, mais d'une efficacité modeste. C'est certain que je compatis avec les gens qui ont la fibrose cystique et qui seraient éligibles au Trikafta parce que c'est une différence d'efficacité importante. Mais ceci dit, si vous avez une indication de prendre les autres modulateurs, négligez pas ça parce que ça peut diminuer de 30 à 40% le nombre d'exacerbations et peut-être que ça peut améliorer votre réponse en cas de maladie virale. Il y a peut-être un commentaire que je voulais ajouter aussi par rapport au mucus. Oui, la COVID-19 donne un syndrome respiratoire avec le toux, des sécrétions, mais ce n'est pas nécessairement l'atteinte bronchique avec une grosse quantité de mucus dans les bronches qui est le gros problème. Le gros problème est plus bas dans le poumon, c'est la pneumonie virale. Et ça, il n'y a pas d'évidence qu'en fibrose cystique, qu'on soit plus fragile à une pneumonie virale qu'une personne qui n'a pas la fibrose cystique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mucus dans la COVID-19, il y en a du mucus, mais ce n'est pas le principal problème. Donc, je ne veux pas minimiser l'importance de la COVID chez la fibrose cystique, mais il faut juste mettre les choses en perspective. Une question un peu plus pour le docteur Popa. Plusieurs semblent craindre le fait d'être en région éloignée, alors qu'il y a cette espèce de combat entre... On a peur d'être loin des services, mais en même temps, en ce moment, si on regarde les statistiques, on est loin de l'épicentre de la pandémie. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la réalité des familles FK qui sont peut-être justement loin de ces grands centres? Sont-ils dans une situation où ils devraient plutôt s'en réjouir plus que de s'en inquiéter? Ça, c'est une question qui est là depuis toujours, pas nécessairement dans le COVID, les patients en région éloignée. Moi, je vous dis qu'est-ce que je vis à tous les jours. Je trouve que dans un centre plus petit, c'est plus facile d'avoir accès à la clinique de fibrose kystique. Je ne sais pas comment ça se passe à Sherbrooke, je ne veux rien dire, mais nous, en Abitibi, notre clinique est petite et on connaît bien tous les patients, on est là pour tous les patients et pour dire la vérité, on n'a jamais envoyé des patients dans les centres tertiaires, sauf dans les situations très graves, transplantation ou des gens très, très, très malades. Mais en général, nos patients ne vont pas dans les centres tertiaires pour des exacerbations ou pour les soins courants. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas eu des cas de COVID chez les patients fibrose kystique adultes qui sont plus malades. Donc, je ne peux pas dire qu'est-ce qui va arriver avec cette catégorie de patients, disons, si on va avoir besoin de ventilateurs ou tout. On est quand même considéré centre désigné, même pour les soins intensifs adultes à Rouyn-Noranda, mais à date, bon, nos patients vont bien et on se connaît, on est une petite communauté à date. Moi, je sais à peu près tout ce qui se passe avec les patients de la clinique et on est très, très disponible. Donc, je pense que c'est pas si pire d'être en région éloignée dans le contexte. Oui, tout à fait. Et dans les grandes régions, bien, il faut parler spécifiquement peut-être de Montréal pour la COVID-19. Montréal est un cas d'espèce, si on veut. C'est vraiment très différent de toutes les autres villes au Canada. Là. Il y a une incidence très, très forte. La pandémie frappe beaucoup plus fort dans la région de Montréal. Juste pour vous rassurer, il y a les hôpitaux, malgré tout, on entend beaucoup parler des CHSLD, il y a un problème majeur, vous le savez. Mais dans les hôpitaux de Montréal, ils arrivent très bien soigner les personnes qui ont besoin d'être soignées pour les maladies aiguës. Et il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de débordement. Les gens des cliniques de Montréal, cliniques fibrose de Montréal, ne sont pas débordés. C'est certain que si on vit à Montréal, on veut éviter de prendre les transports en commun. On veut vraiment faire attention parce que
propagation de la COVID-19 est assez forte, vu la densité de la population comparée aux régions. Mais par rapport aux soins, jusqu'à date, ce que j'entends dire, c'est qu'ils ne sont pas débordés aux soins intensifs. Puis, ils travaillent fort, mais ils ne sont pas débordés. Puis, dans les hôpitaux, ça se passe relativement bien. Puis, il y a des petites lueurs d'espoir qu'on pense que ça se passe de mieux en mieux. Mais il reste que Montréal, malheureusement, les gens de Montréal sont dans une région plus densément peuplée, avec plus de risques. Donc, il faut vraiment prendre ces précautions. Parfait, merci. Écoutez, il y a encore des dizaines de questions dans la liste qui nous ont été envoyées. Entre celles qui ont été envoyées au cours des 2 derniers jours et celles qui ont été posées en direct, il y en a quand même un bon nombre. Ils n'ont pas toutes été répondues, mais on a quand même pris soin de parcourir un large éventail ce soir. Ces questions-là vont être retenues pour les prochaines éditions. Donc, comme on a fait, on essaie de les rassembler pour essayer d'en tirer les grands thèmes. Il y avait des questions qui étaient plutôt d'ordre personnel, donc qu'on va prendre soin de relayer à notre équipe de soutien FK, qui vous contacteront pour ceux qui l'ont fait par courriel. J'ai vu passer dans la chatroom que certains voulaient avoir l'adresse, donc c'est le info@commercialfkq.ca. C'est notre standard, si on veut, courriel. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer là. Ce sera pour la prochaine séance. Et si c'est plutôt d'ordre personnel, on le relayera à nos experts de l'équipe de soutien à Toronto. C'est tout le temps que nous avions pour ce soir. À voir les différents commentaires positifs puis les questions qui continuent de défiler, on peut affirmer que le webinaire de ce soir a su remplir sa mission. Donc, merci beaucoup à nos experts, nos cliniciens, Dr Popa, Dr Quentin. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci pour vos réponses. Merci de nous avoir éclairés sur des sujets, comme on l'a dit, souvent on nage dans des zones grises, dans du flou. Vous nous avez apporté lumière sur toutes ces questions. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne continuation, puis surtout toute l'énergie puis le courage dont vous avez besoin pour continuer à répondre et être fidèle au poste à tous les jours dans vos centres de soins avec vos équipes de professionnels. Vous faites des petits miracles et continuez. C'est grandement apprécié par tout le monde. Aussi, un merci à Catherine et l'équipe de communication de notre bureau chef pour l'organisation du webinaire. Vous allez bien évidemment pouvoir revoir la séance au complet sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne de Fibrose Kystique Canada au cours des prochains jours. Notre prochain rendez-vous sera dans 2 semaines. Donc, d'ici là, je vous invite à continuer à suivre notre fil d'actualité sur nos médias sociaux. Il y a aussi, je partage mon écran à l'instant, il y a notre site web, Fibrose Kystique Canada. Nous avons placé ici, lorsqu'on va sur à propos de la fibrose kystique, le premier sujet en haut, il s'agit d'une section dédiée à la COVID, qui a plusieurs sous-sections. Une section questions-réponses qui est mise à jour très régulièrement sous forme d'onglets qui se déroulent. On a aussi une section qui est propre aux cliniques divisées par province. Donc, bien évidemment, c'est mis à jour au fur et à mesure que les cliniques nous donnent davantage d'informations sur leur présente réalité. Une page sur les programmes de soutien gouvernemental en place, on le sait, on en a parlé ce soir, ça touche beaucoup le monde de l'emploi. Les réalités diffèrent d'une province à l'autre, les programmes d'aide aussi, et tout ça évolue rapidement, donc on essaie de le mettre à jour le plus possible. Bien évidemment, la section « Demandez aux experts » où vous allez avoir les liens et d'autres informations par rapport au webinaire comme celui qu'on vient de faire ensemble ce soir, et une toute nouvelle section « Santé mentale et bien-être émotionnel », une section dédiée au soutien de première ligne. Donc, écoutez, Dr Popa, Dr Quentin, Catherine, tous ceux qui sont en ligne, je vous souhaite une très bonne soirée. Encore merci pour votre temps. Et ceux qui ont des questions, je répète, l'adresse, c'est le info@commercialfkq.ca. Vous pouvez aussi nous appeler par téléphone. On est peut-être en télétravail, mais on a une architecture de notre réseau qui nous permet de tout relayer à la maison. Donc, on prend les appels comme à l'habitude. Donc, bonne soirée à tous. Continuez d'être en sécurité à domicile et au plaisir de vous retrouver dans 2 semaines.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.